Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Accès Direct. Nous sommes ensemble pendant une demi-heure, alors n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Accès Direct. Au programme ce soir, Gabriel Varezano viendra sur ce plateau. Il nous expliquera un concept un peu particulier, un potager personnel. Ensuite, ce sera au tour de Jérémy Tholin et de Sophie Mollard de venir avec moi. Ils nous parleront de leur application Menu du jour. Et puis enfin, Sébastien Germain était en présence hier de Jean-Luc Bock, président de France Montagne. On regardera leur interview. Mais avant, Fanette, les titres du JT avec toi. Et on va parler de la fusion de la Discorde. Voilà, c'est comme tu le sais, la fusion de la commune nouvelle d'Annecy, donc Annecy, Annecy-le-Vieux, Sénaux, Métais, Crangevrier, et j'ai dû en oublier une, Annecy, voilà, Annecy. la commune d'Annecy. Donc ils ont fusionné il y a un an tout juste, c'était la plus grande fusion qui avait jamais été réalisée en France. Demain, il y a une mobilisation du personnel, donc l'heure du bilan. Très bien. Et puis on parlera du printemps du ski. Le printemps du ski, alors oui, mais j'ai aussi changé les titres du JT, je t'ai pas prévenu. Donc oui, effectivement, on parlera du printemps du ski, c'est une opération qui fête ses 4 ans cette année pour prolonger la saison d'hiver. Mais on verra aussi un super reportage de Jean-Paul Crespi sur les classes de neige. Il a été rencontré des classes de Parisiens qui sont au carreau pour 15 jours. Très bien, merci Fanette. Écoute, ça me fait plaisir de te renseigner. Alors, avant de passer à la revue de presse, comme tous les soirs avec toi, on va parler de Pézé-Valandry. On a une webcam. Donc, la station est ouverte avec un enneigement de 330 cm au sommet et de 115 cm en bas. Au niveau de la température, il fait moins 11 degrés au sommet contre moins 3 degrés en bas. Il y a 115 pistes qui sont ouvertes sur 128, à savoir que le risque d'avalanche est fort, il est de 4 selon le site Ski Info. Et je me permets pour dire que Pézé, ça se termine avec un Y qu'il ne se vexe pas. Pézé-Valandry. Pézé-Valandry. Et puis justement, nous avons sur Skype l'ancien directeur général de Pézé-Valandry, Laurent Chel. Bonsoir, vous êtes aujourd'hui directeur développement montagne de la Compagnie des Alpes, numéro 1 mondial de l'exploitation de domaines skiables. Alors parmi les domaines que vous exploitez, les Arcs, Méribel, La Plagne, les Menuires, Pézé-Valandry, dont on vient de parler, ou encore Val d'Isère. Vous avez fait l'acquisition de Travel Factory, spécialisée dans la location de vacances et l'organisation de séjours en groupe. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va apporter à la Compagnie des Alpes ? Alors, merci de m'accueillir ce soir sur votre journal. Non, Travel Factory est actuellement le leader avec ses différentes marques de la distribution online de séjours au ski. Nous avons, avec Compagnie des Alpes, depuis 2013-2014, infléchi notre stratégie pour nous rapprocher de nos clients. Donc, nous avions décidé d'investir aux côtés d'un certain nombre de partenaires qui sont nos partenaires historiques. Alors, on est sur de l'accompagnement de grands hébergeurs dans nos stations, d'hôteliers novateurs, et aussi d'investir dans la distribution pour apprendre ce métier et être, pas devenir bien sûr monopolistique sur ce métier, mais acquérir suffisamment de savoir-faire pour nous permettre d'être un vrai acteur de nos destinations aux côtés des différents partenaires. Donc, ça avait donné lieu à un investissement, à la création d'un tour opérateur interne spécialisé et expert dans les destinations de montagne, qui est Alpe Ski Resa, qui une belle équipe qui nous accompagne maintenant depuis 3 ans. Et puis, on a eu cette opportunité de se rapprocher d'un partenaire de longue date de nos stations et des autres stations de montagne françaises, qui est Travel Factory. Son fondateur, Yariv Abessera, pour l'aider à poursuivre son développement et donc clairement s'épauler l'un et l'autre, lui nous apportant un savoir-faire du leader de la distribution online de séjours de ski en France et en Belgique, et puis nous lui apportons la capacité à accélérer son développement sur ces sujets, sur nos stations, mais aussi sur, bien sûr, l'ensemble du territoire, avec des enjeux d'internationalisation de l'offre, tels que vous le comprenez bien.
Alors c'est un sacré challenge. En termes d'occupation des stations que vous gérez, aujourd'hui, quelle est la situation? Alors, d'occupation sur cette saison ou d'occupation de Sur manière... cette saison, par exemple, oui. alors, pour cette saison, il ne nous aura pas échappé qu'on a, on a vécu quelques grands phénomènes météorologiques. Alors, c'est vrai il faut en voir les bons côtés, hein. Nous avons de la neige maintenant jusqu'à la fin de cette saison et c'est un très bel enneigement qui promet, entre autres, des très belles vacances d'hiver et voire un printemps du ski, puisque vous avez évoqué le sujet important. Sinon, on était dans une dynamique très intéressante sur nos stations. Alors, je rappelle quand même que vous avez cité quelques-unes de nos marques, quelques-uns de nos grands resorts, hein. Ce sont les principales marques françaises, voire européennes, puisqu'on a quand même la force de stations comme Val d'Isère, comme Tignes, Les Arcs, La Plagne, et j'en passe de grandes stations plus au sud, comme Serre-Chevalier et les Deux Alpes, etc. Nous, on est vraiment dans une belle dynamique. On a une croissance sur l'ensemble de nos sites qui était attendu. Bon, le fait est que l'année dernière, nous avions eu un démarrage de saison marqué par là, pour le coup, une absence de neige naturelle sur certaines stations. Bah, globalement, même avant ces très fortes chutes, on avait... nos clients n'en avaient pas été désespérés puisqu'on avait déjà une progression presque de 2 chiffres sur le remplissage en fin d'automne, avance de remplissage en tous les cas. Très bien. Donc très satisfaisant sur nos stations. Très bien, eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous par Skype et puis à bientôt, belle saison. À très bientôt et merci pour ce que vous faites et puis pour cette actualité qui est forte et qui nous accompagne tous les jours. Bravo. Merci, à bientôt. Au revoir. Fanette, on passe à la revue de presse et on commence et on parle de homard. Voilà, on parle de homard parce que je sais que tu es très attaché aux animaux et nos voisins suisses aussi. Et donc, ils viennent de voter une loi assez générale sur la protection des animaux. Et dedans, du coup, il y a des éléments assez rigolos. Et notamment, il est désormais interdit, enfin, ça sera effectif à partir du 1er mars, de cuire un homard sans l'avoir assommé avant. Voilà, parce que c'est considéré comme de la maltraitance de bouillir en homard sans l'avoir assommé avant. On n'a pas le droit non plus de le transporter dans de l'eau glacée ou dans de la glace, il faut le transporter dans son milieu naturel. Autre élément de ce nouveau texte, il est par exemple aussi interdit de mettre un collier anti-aboiement à son chien. Très bien. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu les cuisines. Merci les Suisses. Je ne sais pas si tu cuisines des homards, mais voilà. Non, attention, parce que si justement, tu je trouve ça assez cruel. Donc, Et puis, on prend la direction de Bonneval. Voilà, on en parlait justement avec ton invité juste avant, ces quantités de neige. Et ça, c'est une vidéo assez impressionnante. Donc, c'est une route c'est la seule route d'ailleurs qu'il y a entre Bessan et Bonneval. Il y a eu une énorme avalanche, on en reparlera dans le JT tout à l'heure, dans la nuit de lundi à mardi, une avalanche de 8 mètres de haut. Donc là, ils ont déneigé, voilà, donc sur 250 mètres, on a des murs de neige de 7 à 8 mètres. Donc, c'est assez impressionnant. L'axe, il est toujours fermé à la circulation. Il y a des convois de véhicules en fait qui sont organisés pour quand même permettre le lien avec Bonneval, parce que sinon il est complètement isolé. En plus, il y a eu des coupures d'électricité, des coupures de téléphone, etc. Et donc les convois, je vais quand même les donner. Les prochains auront lieu demain jeudi, un de 8 à 9 et un de 17 à 18. Très bien. Et puis toi, on va rester justement dans ces intempéries, cette tempête, etc. Puisque là, les collectivités peuvent commencer à se tourner vers l'État. Effectivement, avec cet article d'ODS Radio, donc c'était hier mardi, le préfet Pierre Lambert, donc le préfet de la Haute-Savoie, a présenté aux différentes collectivités les procédures à suivre en cas d'indemnisation. Alors en fait, il y a un guichet unique qui a été placé par la préfecture. Les maires des communes qui ont été touchés doivent se rendre à ce guichet. Il dépose une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ensuite, c'est une commission ministérielle qui tranchera si oui ou non c'en est une.
Et puis, on prend des nouvelles de Make Automotive dans la vallée de l'Arve. Effectivement, avec France Bleu Pays de Savoie. Donc, la période des dépôts pour la reprise du groupe Maïké Automotive s'est achevée ce lundi. Alors, il y a 7 candidats qui se sont manifestés et qui font partie du secteur automobile. Ils ont tous cette particularité. 2 Chinois et 5 entrepreneurs locaux. C'est le contraire, je crois, si je puis me permettre. Peut-être. On vérifiera parce que je donne l'info vérifierai. dans le JT, donc je vérifierai D'accord. avant le JT. Ça marche. Et au pire, on mettra un commentaire aussi sur Facebook, on ne sait jamais. Donc, dans les locaux, nous avons la société Alpes-Léman, donc qui est basée à Marigné, qui veut racheter la filiale EMT, et un trio qui veut reprendre Franck Pignard et Spécialp. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le président de Maïké Automotive, mais il a tout de même une petite pointe de déception, car il espérait qu'une firme allemande fasse une offre, ce qui n'a pas été le cas. Donc, selon Michel Maire, ce président, tous les sites seront maintenus, mais des emplois seront supprimés. Rien de sûr pour le moment. Les projets de reprise vont être présentés au personnel et discutés, évidemment. Nous en saurons plus le 8 février prochain. On va aller vérifier tout ça. Ouais, on va aller vérifier tout ça et puis tu Bonne nous donneras émission. la bonne... Pour le bonne rappel info. des titres, je donnerai Pour rappel des titres, ça marche. À tout à l'heure, Fanette, merci. À tout à l'heure. Et puis, il est temps de recevoir mon premier invité du jour. Gabriel Varezano, donc vous faites partie de l'entreprise Gus. Absolument. Gus, et on devrait continuer Growing Ultraponic System. Merci d'avoir Voilà. complété. Alors, ça fait 5 ans que vous développez cette chose dont nous allons parler tout de suite. C'est un potager personnel. Alors d'abord, expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, c'est basé sur une technologie dite de ultraponie, c'est-à-dire que les racines des plantes, en fait les plantes, par l'intermédiaire de leurs racines, vont être nourries au travers d'un brouillard nutritif. Alors, si je peux me permettre, donc oui. on place les fruits et légumes Alors, dans les petits... Voilà, vous pouvez ici nous montrer avons sur cet emplacement, on a donc plusieurs trous. Oui. Alors en fonction des intéressés, on aura de 4 à 28 trous. D'accord. Parce que sur notre système, nous pouvons aller de la germination jusqu'à la fructification. Très bien. Voilà. Et donc en fait, effectivement, dans ces petits godets, ce sont des godets, on pourra mettre donc soit les graines, soit en fait déjà des plants. Par exemple, une petite salade. Une petite salade, par exemple, qu'on aura fait germer auparavant. Voilà. Alors, ça se passe de la manière suivante. On a ici... En fait, oh, pardon, bah, c'est pas grave. On a ici le bac de remplissage dans D'accord. lequel on va donc mettre l'eau avec les nutriments. Et puis, dans chaque godet, comme on a dit, on aura donc ces germes, ces petits plants. Une pompe va donc envoyer, en fait, cette eau sur notre système donc ultraponique. On a donc des brumisateurs. D'accord. Je vais me redresser un petit peu. On a donc des brumisateurs et ces brumisateurs vont produire ce brouillard. Alors, Voilà. comment est-ce que l'eau se transforme en brume? Alors, ces brumisateurs donc, ont une pastille qui va vibrer à la fréquence de 1 500 000 fois à la seconde et donc vont éclater les molécules d'eau et produire donc ce brouillard. Très bien. La particularité, en fait, pourquoi l'ultraponie, pourquoi est-elle si productive, c'est qu'en fait, ces gouttelettes d'eau ne font que 5 microns et que les pores des racines, en moyenne, font entre 15 et 20 microns. Ce qui veut donc dire que les racines absorbent en totalité, en fait, ce brouillard. C'est ce qui explique que l'on a donc une productivité accrue par rapport à d'autres systèmes. Alors, Voilà. je vous invite à vous rasseoir. Merci beaucoup pour cette explication. Je vous en prie. Alors, ça, on peut l'avoir chez soi. Absolument, donc c'est un modèle domestique, donc ce qui explique aussi notre présence sur Kickstarter, puisque... On en reparlera tout à l'heure, voilà. effectivement. Donc c'est un produit domestique, bien sûr qu'il peut avoir des usages auprès de professionnels. On a pensé en fait par exemple les restaurateurs qui eux ont la possibilité de faire pousser des plantes aromatiques à présenter à leurs clients, mais qui n'ont pas en fait le droit d'avoir de la terre. Voilà, dans leurs locaux. Donc c'est une première application pour des professionnels. On peut avoir des semenciers qui, par exemple, doivent faire pousser pour faire des tests, des croisements, etc. La particularité de l'ultraponie, c'est qu'on arrive à gagner en productivité entre 20 et 30%. Donc les cycles de croissance sont raccourcis. Voilà. C'était
Comment est-ce que cette idée vous est venue? C'était vraiment une demande, un besoin, par exemple, des particuliers? Alors ça, c'est la chance en fait des retraités, c'est qu'ils ont un petit peu de temps devant eux. Et donc mon frère, qui est en fait l'inventeur, l'initiateur du projet, lorsqu'il est parti à la retraite, s'est donc intéressé en fait à la culture hors sol. D'accord. Il a donc testé plusieurs systèmes et il a trouvé qu'en fait l'ultraponie était celui qui avait le meilleur rendement, était le plus prometteur. Et alors on n'a pas inventé en fait la brumisation, ça c'est quelque chose qui existait. Mais par contre, ces 5 années de recherche ont permis d'arriver à un produit totalement abouti qui est utilisable très facilement par n'importe qui. Est-ce que vous pensez que dans les années à venir, par rapport à l'environnement, etc., on aura de plus en plus besoin de ce type de produit? Je pense que oui, bien sûr, sinon on n'aurait pas, on serait pas lancé dans cette aventure. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que les gens, ce qui répond à un besoin aujourd'hui, c'est raccourcir les cycles entre, enfin le circuit entre la production et la consommation. C'est que les gens souhaitent en fait au maximum savoir ce qu'ils mangent. Donc si vous pouvez le produire vous-même, c'est ça de gagner, et que la place commence à manquer. Donc on entend parler de plus en plus de murs végétaux, de jardins sur les toits, sur les balcons, donc on répond vraiment à une demande du public. Alors Et on a même eu ce matin une information, l'Afrique est intéressée, parce qu'en fait ce système peut fonctionner, par exemple, il fonctionne en 24 volts, on peut donc l'alimenter très facilement par des panneaux solaires. D'accord. Et donc, il y a des ouvertures intéressantes. Justement, j'allais venir, vous l'avez breveté en Europe, aux USA, au Canada. Oui. Donc vous allez vous exporter à l'étranger. Oui, oui, oui. Vous avez en face de vous des futurs riches ou des futurs pauvres. Je vous souhaite plutôt la première option. Merci, merci, merci. Alors, vous avez mis en point un financement participatif pour la production. Absolument. Donc ça a 2 objectifs. C'est faire connaître le produit, puisque la majorité des gens ne savent pas de quoi on parle quand on dit ultraponie. C'était le premier souci. Et le deuxième, effectivement, c'est qu'on a besoin, pour pouvoir passer au stade de la production et de la production et de la recherche, en fait, on a besoin de financement et que là, on pouvait, par ce biais-là, répondre à ce besoin. Donc on peut vous retrouver sur kickstarter.fr. Absolument, merci de nous faire cette publicité. Donc effectivement, il suffit de taper Gus Ultraponique avec un C, puisqu'on a cherché en fait, effectivement, vu on sera dans nombreux pays anglophones aussi, donc on a plutôt anglicisé en fait le nom. Voilà. Alors, toutes ces pièces, alors vous êtes tous de Haute-Savoie, vous êtes plusieurs. Absolument, oui. Alors, enfin, mon frère, lui, c'est un petit peu expatrié pour l'instant au soleil. Ouais. D'accord, mais de base, c'est quand même pensé Absolument. ici, etc. Ouais, ouais. Toutes ces pièces sont fabriquées au moins en France. Absolument, on fait un peu cocorico parce que l'ensemble en fait des partenaires qui en sont intervenus sur le produit sont la plupart du temps des gens locaux, Rumilly, Albin, enfin etc. Donc on est plutôt très très régional. Malheureusement, dès qu'on parle d'électronique, là effectivement on est obligé d'aller. Je dis l'Asie, comme ça, voilà, on vise personne, mais par l'intermédiaire, effectivement, d'une personne qui est sur Annecy, qui sera notre sourceur, donc, pour recueillir tous les produits. Très bien. Si moi, demain, je veux cultiver mes propres salades, à partir de combien est-ce que je peux acheter ce produit? 449 € sur Kickstarter. Voilà, on attend vos commandes avec une grande, grande impatience. Eh bien, donc, je répète, c'est sur kickstarter.fr que ça se passe. On vous mettra le lien, si vous voulez, en commentaire sur Facebook, en dessous de l'émission. Absolument. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre la régie. Merci. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et puis, il est temps pour moi de recevoir mes 2 derniers invités. Jérémy Trollin et Sophie Mollard, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez créé l'application Menu du jour. Alors expliquez-nous. Alors nous, on n'est pas que tous les deux, en fait on est 6 dans l'équipe en l'occurrence. Effectivement, on a créé donc une application qu'on a lancée en décembre 2016, il y a un an. En fait, on vient de fêter les 1 an de l'application sur les stores des téléphones. À Annecy, on est basé aux Papeteries, à Cran-Gevrier, anciennement Cran-Gevrier, maintenant commune d'Annecy. Et en fait, on a lancé cette application qui est née d'un besoin. L'idée, c'était de se dire, on travaillait tous un peu dans les bureaux, dans l'informatique ou dans l'Internet.
On mangeait régulièrement au restaurant 2-3 fois par semaine le midi. Et c'était toujours compliqué pour trouver les menus du jour des restaurants dans lesquels on aimait bien aller. Donc on s'était dit, au bout d'un moment, on s'est dit il y a quelque chose à faire. Et Vincent, qui a eu l'idée en fait de fondatrice, on va dire, de l'application, a proposé ça à une petite équipe de gens autour de lui et le projet est parti comme ça. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez 70 restaurateurs qui ont adopté votre concept. Alors oui, tout à fait. Comment est-ce que vous créez ce lien avec les restaurateurs? Comment est-ce que vous instaurez un partenariat, si je peux l'appeler ainsi? L'idée, en fait, c'est qu'on a 70 restaurateurs sur le Grand Annecy, on va dire. On a été démarchés, à peu près 250 d'entre eux qu'on a choisis parmi les 400 et quelques qu'on a identifiés qui existent et qui étaient susceptibles de proposer du menu du jour. Avec l'idée de leur dire, voilà, vous pouvez désormais gratuitement publier vos menus dans l'application et ils seront vus par les clients qui la téléchargeront. Alors justement, j'ai l'application téléchargée. C'est bien. Donc, Vous avez bien fait vos devoirs. voilà. Donc là, par exemple, en fait, c'est simple. On est localisé. Là, par exemple, on a Epany et on a tous les restaurants qui sont aux alentours et qui participent à Menu du jour. C'est bien Tout à ça? fait. Donc, on retrouve les menus. On peut voir les prix aussi. Comment est-ce que ça... Alors, je montre bien. Je fais défiler à la caméra. Est-ce qu'on peut noter, moi en tant que cliente, est-ce que je peux noter les restaurateurs? Alors non, pas du tout, et c'est une vraie volonté. D'accord. C'est-à-dire que Pourquoi? on n'est ni un annuaire, pour une raison très simple, c'est que si le restaurateur publie pas son menu, soit le jour même, soit le programme d'avance, il n'apparaît pas. Donc on n'a pas de risque de se dire ah oui c'est dedans, mais est-ce que c'est à jour? Non, ça c'est comme son nom l'indique, c'est le menu du jour. Si c'est dedans, c'est que c'est le menu du jour. À minuit, on remet la carte à zéro, il n'y a plus rien. Et on recommence à minuit 1, ceux qui ont programmé, et dans la matinée, ceux qui publient. D'accord. Et donc, vis-à-vis de ça, les utilisateurs sont sûrs de trouver la bonne information de ce qu'ils cherchent, géolocalisé, comme vous l'avez dit, et d'avoir quelque chose qui est vraiment toujours... compatible avec ses envies. Voilà. C'est vraiment un besoin journalier, quotidien, ponctuel. C'est quelque chose qui se passe entre 10h du mat quand on a le ventre qui commence à gargouiller et puis du coup midi où il faut choisir un restaurant, souvent avec des collègues et le besoin de base c'était de se dire qu'est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui D'accord. et qu'est-ce qui se cuisine aujourd'hui. Donc la vie, en fait, c'est très dur de s'improviser un guide gastronomique, je pense. Et je pense que surtout les gens ont très peu de temps et ils ont des envies assez précises. Il y a des régimes alimentaires qui commencent à se distinguer. Effectivement. Et du coup, forcément, il y a un moment où qu'est-ce que j'ai envie et qu'est-ce qui est cuisiné aujourd'hui, à ce moment-là, dans cette ville et où je suis. Vous avez 5000 utilisateurs à Annecy, 6000 en dehors d'Annecy, justement. Donc c'est ça, Aix-les-Bains, Bonneville, Chambéry? Oui, tout à fait. Et puis en plus, on en a qui se sont inscrits un peu partout en France. Parce qu'ils nous ont trouvés sur Internet, par le bouche à oreille, des gens qui ont voyagé, des gens qui sont venus à Annecy, qui ont découvert l'application, qui l'ont ramené, qui en ont parlé vers chez eux. Et quand on regarde en fait aujourd'hui la carte, par défaut on est géolocalisé localement, mais si on a une fonction de zoom, dézoom classique avec 2 doigts sur les smartphones, si on dézoome sur la France entière, on va voir qu'en fait il peut y avoir aussi bien des restaurants en Bretagne qu'en Alsace, que dans le sud de la France qui publient déjà quotidiennement. Alors je rappelle, c'est une application qui est gratuite. Oui. Comment est-ce que vous faites pour la développer Alors, on est sur un modèle de ce qu'on appelle le freemium, comme pourrait l'être Le Bon Coin ou Facebook, par exemple. C'est-à-dire que l'outil de base est gratuit. Pour les restaurateurs qui veulent, si et seulement s'ils veulent, ils peuvent souscrire à des options payantes qui vont leur amener en fait des fonctionnalités supplémentaires. D'accord. Par exemple, en ce moment sur Annecy, on a une offre qui s'appelle Café offert, qui permet en fait aux gens qui réservent via l'application d'avoir le café offert par le restaurateur. Les restaurateurs qui prendront certaines options payantes pourront créer leurs propres offres. Par exemple, offrir l'apéritif ou faire un repas acheté, un repas offert. Et ils créeront leurs propres offres dans l'interface et ça apparaîtra automatiquement dans l'application. Très bien. Dernière question pour Sophie Mollard. C'est vous qui designez Oui. Donc l'application. Comment est-ce qu'on donne envie via une application justement? Alors,
On donne pas envie, on analyse le besoin primaire. D'accord. Donc, moi, un de mes métiers, je suis dans le design, mais un de mes métiers, c'est UX designer. D'accord. Donc, c'est User Experience Design. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher le besoin utilisateur. Là, en l'occurrence, on a un gros panel parce que tout le monde a envie d'aller manger, déjeuner le midi. C'est un besoin primaire. Donc, on voit ce qui correspond à notre produit, donc le menu du jour. Et on fait en sorte que les scénarios d'interaction soient le plus logiques possible pour que la personne arrive à son contenu le plus facilement possible et puisse réserver aussi le plus facilement possible. Et du côté du restaurateur, c'est la même chose. On a le même travail d'assistance autour de l'outil pour faire en sorte qu'il soit, comme on serait bien assis dans une chaise de designer, on est bien installé dans l'application ou dans le logiciel concret. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à menu du jour pour cette nouvelle année ? Écoutez, on vient menus du jour. bénéficier d'un très beau financement suite à nos premiers essais qui ont très bien marché sur Annecy. Annecy, c'était vraiment notre laboratoire. Ça a bien marché. On est donc accompagné par 3 organismes qui nous accompagnent financièrement pour se développer avec une belle hauteur financière. Donc là, c'est parti et on est en train de commencer sur Grenoble cette semaine et Lyon dans les semaines qui viennent. Donc que ça aille le plus loin possible, on va dire en tout cas. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je le répète, un menu du jour, une application qui est disponible sur iPhone et sur Android. Et c'est gratuit. Voilà. Et c'est gratuit. Merci beaucoup d'avoir été avec moi sur ce plateau. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre la régie. Merci beaucoup. Et puis on part maintenant à Valmorel. Donc hier, Sébastien Germain était avec Jean-Luc Bock, président de France Montagne. Ils ont fait une petite interview et on les écoute. Bonjour Olivia, nous sommes ici à Valmorel au Club Med où va se dérouler ce soir la conférence de présentation du Printemps du ski. Je suis en compagnie de Jean-Luc Bock, président de France Montagne. Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être à mes côtés. Une première question, qu'est-ce que c'est que ce Printemps du ski ? Alors le Printemps du ski, c'est quelque chose qui a débuté il y a 4 ans en arrière et on se rendait compte que les ailes de saison, donc la fameuse partie du printemps, commençait petit à petit à s'étioler et que dans l'esprit de nos chers vacanciers, ce n'était plus une saison de ski, c'était quelque chose qui était différencié. Alors la vocation de cette opération, c'est quoi ? La vocation, c'est de montrer à tout le monde qu'on a une période qui est plus qu'accessible et plus que sympathique au printemps pour encore percevoir la montagne dans toute sa splendeur avec des paysages magnifiques, une neige très souvent très abondante et en tout cas un temps magnifique et sublime pour en profiter. Alors on est début janvier, c'est pas un petit peu tôt déjà de se lancer dans le Printemps du ski alors qu'on est encore au mois de janvier ? Il est mieux de promouvoir le Printemps du ski en janvier qu'au mois de mai, puisque là on est dans une période qui est vraiment dépassée et dans laquelle on n'a plus la possibilité de s'amuser à la montagne. Ou alors on va pouvoir profiter de la montagne mais différemment et pas en faisant du ski. Alors après 3 hivers très compliqués, notamment en termes d'enneigement, cette année les stations, les massifs ont été gâtés, même un petit peu trop, parce qu'on sait, la Savoie a été longtemps en vigilance rouge. On imagine néanmoins que c'est une très 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 bonne nouvelle, cette arrivée de la neige pour les vacances de Noël et puis pour le reste de la saison. C'est plus qu'une excellente nouvelle et en tout cas c'est quelque chose qui est tout simplement fantastique et fabuleux. On a de l'abondance, on a de la neige dans tous les massifs, de partout au niveau national et ça permet en tout cas aux détracteurs climatologiques de revoir un petit peu leur copie. On sait qu'il y a des changements et des bouleversements, mais on n'est pas persuadé que pour l'instant, ça va être quelque chose d'accompli définitivement. Et en tout cas, plus on aura des périodes de ce qu'on appelle réchauffement, plus on aura des périodes avec d'importantes chutes de neige dans les stations de basse, moyenne et haute altitude. Justement, ces changements climatiques, quand on est professionnel de la montagne comme vous, ça devient de plus en plus compliqué d'arriver à jongler, à jouer, à prévoir ce qui va se passer. Et c'est pour ça que la neige de culture a été inventée. Ça permet de pallier aux ailes de saison, ça permet de mieux commencer une saison et de la finir proprement puisque ça permet d'avoir une sous-couche qui va être durable et pérenne dans le temps. Un premier bilan, là on est début janvier, de ce qui s'est passé depuis le début de la saison. Là, on l'a dit, la neige est là, les clients sont là également, les vacanciers. C'est une chance extraordinaire puisque la période de Noël a été très favorable. Je rappelle que 100% des stations françaises étaient ouvertes à Noël, donc ça c'est tout simplement extraordinaire et exceptionnel. Et qu'ensuite les clients sont venus en masse, la féerie et la magie de Noël a opéré, ça c'est quelque chose qui est extrêmement positif.
Et derrière, les chutes de neige abondantes nous ont permis d'avoir un début de saison, c'est-à-dire un début de saison qui était très positif. Et derrière, ça a créé une mouvance et ça a créé une dynamique qui a permis aussi de remplir la période du jour de l'an. Et donc, les deux périodes sont similaires avec une très forte fréquentation. On sait que la France a perdu son poste de première destination européenne en termes de stations de ski l'année dernière au profit de l'Autriche. Vous êtes confiant pour l'avenir, le fait que la France redevienne première destination européenne? Il va falloir qu'on change nos stratégies et notre façon de penser, de promouvoir et de communiquer. Aujourd'hui, il faut prendre exemple sur des stations internationales qui ont, même si elles sont plus puissantes que d'autres, eu l'idée de se regrouper et de travailler en commun. L'Autriche est l'exemple flagrant d'un pays qui travaille comme ça. Ils s'unissent, ils mettent en commun leurs forces et leur notoriété pour promouvoir une destination, l'Autriche. Dernière chose, en tant que président de France Montagne, vous êtes confiant et fier des montagnes françaises? Si je ne l'étais pas, si je n'arrivais pas à promouvoir tout cela, je ne ferais pas mon travail et je n'aurais rien à faire à ce poste-là. Merci beaucoup, Président. C'est moi qui vous remercie. Merci, Olivia. À toi. Merci beaucoup Sébastien. Avant la fin de cette émission, les rappels des titres du JT, on commence avec la fusion de la Discorde. Voilà, ça se passe du côté d'Annecy, tu le sais, il y a un an tout juste, 6 communes ont fusionné en une seule. C'était la plus grande fusion jamais réalisée en France. Alors forcément, c'est un peu compliqué. On a été voir comment ça se passe du côté du bilan avec les élus, mais aussi le personnel. Il y a une mobilisation qui est prévue demain. Et puis, on parle du sujet de Jean-Paul Crespy. Voilà, sur les vacances à la neige, là, ce sont des écoles de Parisiens, comme tu le vois, qui découvrent la neige. Ce sont les fameuses classes de neige. Et puis, j'en profite pour dire que tu avais raison. Donc, concernant la reprise de Make Automotive, 7 repreneurs potentiels, 2 Chinois, 5 locaux. Donc, Olivia Boisson, vous aviez raison. Ah, merci Fanette, ça fait du bien de l'entendre. Merci beaucoup Fanette. Et ben, tout de suite, c'est à toi pour le JT. Et puis nous, on se retrouve demain dès 18h pour un nouvel accès direct, évidemment. Très bonne soirée.